Chers auditeurs et auditrices, la conférence de ce soir sera consacrée à l'Ordre des Francs Jardiniers. L'Ordre des Francs Jardiniers est une société amicale fondée en Écosse au milieu du XVIIe siècle et qui s'est par la suite étendue en Angleterre et en Irlande. Comme de nombreuses autres sociétés amicales de l'époque, son objet principal fut à la fin du XVIIe siècle et durant tout le XVIIIe siècle le partage de connaissances, de secrets liés au métier, ainsi que l'entraide mutuelle. Au XIXe siècle, ces activités d'assurance mutuelle devinrent prépondérantes. Bien que les francs jardiniers soient toujours restés indépendants de la franc-maçonnerie, ces deux ordres présentent d'importantes similitudes en ce qui concerne leur organisation et leur développement. Le plus ancien document concernant les francs jardiniers, c'est le procès-verbal de la loge d'Addington d'East Lothian, daté de 1676, qui énumère 15 lois de l'ordre, désignées sous le titre des Interjonctions pour la fraternité des jardiniers d'East Lothian. Cet ordre n'est pas créé par de simples jardiniers, mais par de riches propriétaires terriens intéressés par la conception de jardins à la française. Personne ne sait vraiment quand les jardiniers des Lothians et du Fife ont commencé à vouloir s'organiser. Les premiers documents écrits proviennent des archives des loges de francs jardiniers d'Addington en 1676 et de Dunfermline en 1715. Mais il y a toujours eu dans la profession un besoin général de solidarité en cas de maladie ou de vieillesse ainsi que pour les personnes à charge. Ces deux sociétés de jardiniers seraient sûrement encore plus anciennes. Dans les villes et dans les bourgs, il y a des corporations de métiers dès l'époque médiévale. Ces corporations ont des contrats entre elles et la ville ou le conseil municipal en tant que représentant de la communauté. Chacune énonce les prérogatives du métier, les qualifications des membres et la manière dont ils doivent s'organiser. Les jardiniers de Glasgow sont les seuls en Écosse à obtenir le statut de corporation. En effet, les jardiniers et marchands de légumes de Glasgow deviennent une corporation de la ville dès 1626. Nulle part ailleurs, il n'y a de corporation de jardiniers. Certains métiers nouvellement apparus sont adoptés par des corporations existantes. En commun avec d'autres professions, les jardiniers s'organisent parce qu'ils ressentent une pression pour réglementer les compétences et la formation afin de protéger leur propre réputation. Les jardiniers en particulier vivent en dehors des bourgs sur des propriétés foncières ou des jardins maraîchers à proximité et ne peuvent donc pas devenir bourgeois, la qualification essentielle pour rejoindre les corporations. Des sociétés de jardiniers sont établies depuis longtemps en Europe. Les liens commerciaux de l'Écosse avec la mer du Nord aident à répandre l'idée de solidarité dans les basses terres de l'Est. De plus, il existe une alternative établie qui peut être adoptée par les jardiniers. Ils peuvent s'organiser en fraternité ou en société. Les premières loges dont il existe des preuves écrites ont été formées pour promouvoir, réglementer et soutenir l'artisanat du jardinage et les jardiniers eux-mêmes. Les premières règles concernent la diffusion d'informations et de nouvelles variétés de plantes parmi les membres. Les règles stipulent également que l'argent sera utilisé pour aider les veuves en détresse, les orphelins et les pauvres des loges. Avec le temps, l'entraide devient la fonction la plus importante des loges. Elle commence à attirer des membres parmi ceux qui ne sont pas jardiniers. Les loges sont pour la plupart des sociétés de bienfaisance. La loge de Dunfermline va même aller jusqu'à former une section distincte pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'horticulture. Les jardiniers d'East Lothian répertorient un ensemble de devoirs et de droits auxquels chaque membre doit souscrire ainsi que les règles et les règlements applicables. Dans la loge de Dunfermline, l'officier supérieur est appelé diacre, comme dans une corporation. À Addington, le titre de chairman, c'est-à-dire de président, est utilisé. Ces deux organisations sont démocratiques. Les titulaires de fonctions sont élus et la caisse où est conservé les dépôts d'argent et les justificatifs fait l'objet d'un contrôle régulier. Les deux sociétés ont des règles qui réglementent le jardinage dans leur région. Elles fixent les conditions d'entrée dans la profession, de la conduite des jardiniers, de l'éducation, de l'administration et des avantages dus. Les deux organismes incluent des clauses qui permettent aux membres non pratiquants d'adhérer à des tarifs différents.
C'est une différence essentielle par rapport aux corporations. Le statut de leurs membres messieurs est important pour les jardiniers de Dunfermline. Leurs archives contiennent des listes de membres dirigées par un duc et nommant un marquis, 6 comtes, 7 seigneurs, 8 chevaliers et des centaines de professionnels, soldats, ministres, avocats et autres propriétaires fonciers ou l'herbes. Addington est une fraternité de praticiens pendant plus longtemps. On y a admis très tôt des francs jardiniers, mais la plupart d'entre eux étaient des amateurs qu'ils aient été commerçants ou artisans, tous étaient de la ville d'Addington. On trouve dans la loge d'Addington, outre les jardiniers, des commerçants, des tailleurs et des écrivains publics. Quelques ministres, médecins et avocats se sont joints également à eux. Dès le début, la loge de Dunfermline a permis à ses membres de se rencontrer dans des endroits en dehors de la ville qui leur conviennent le mieux. Les jardiniers d'East Lothian permettent à leurs membres résidant près de Dunbar de s'y rencontrer. Ces groupes répandent le concept de jardinage. De nouvelles loges demandent des chartes aux loges existantes. Leur choix suit plus des relations personnelles plutôt qu'une quelconque préséance au sein des loges existantes. Bien que Dunfermline et Addington se disputent la préséance, aucune allégeance à l'un ou l'autre n'existe. Les loges accumulent au fil du temps du mysticisme, des légendes, des rituels et des pratiques artisanales plus étendues et développées que celles de Addington et de Dunfermline. Les loges les plus anciennes se contentent de leurs propres pratiques. La plupart des nouveaux détails sont librement adaptés des rites et des pratiques de la franc-maçonnerie. Elles incluent les mots francs jardiniers dans leur titre. Les origines des francs jardiniers comme des francs-maçons ont de nombreux points communs, ainsi que la représentation graphique de leurs symboles, drapeaux, tabliers et bijoux, auxquels s'ajoutent des éléments plus spécifiques comme le couteau à greffer et l'arbre de la connaissance, avec Adam et Ève. Adam est le premier franc jardinier non pratiquant qui n'a commencé à travailler qu'après avoir goûté le fruit défendu, la pomme de l'arbre de la connaissance. Ce premier péché, qui s'est produit dans le jardin parfait du grand jardinier de l'univers, a eu pour conséquence la dévastation du jardin d'Éden et a fait d'Adam le premier jardinier pratiquant dans une tentative désespérée et vaine d'amener l'horticulture au niveau de perfection qu'il avait au moment de la création. Le premier degré, le diplôme d'apprenti, suit de près l'histoire du jardin d'Éden et de la chute d'Adam. Et voici un parallélisme assez proche du rituel maçonnique, au niveau des questions posées aux candidats, dont le retrait de tous les objets minéraux et métalliques et d'une partie de ses vêtements, le bandeau des yeux, les jurons et même la référence aux 3 grandes lumières. Dans ce cas, ce sont la lumière de la loi, la lumière de l'évangile et la lumière du franc jardinage. Les pas rituels, à savoir 2 pas en arrière, 3 en avant, et le serment, le genou gauche au sol, en gardant la main gauche sur la Bible, l'équerre et le compas. Et la main droite indiquant le ciel, tenant un couteau, le plus utile et le plus dangereux de tous les instruments du jardinier. Une fois le serment prêté. La signification des différents instruments, qui présentent une grande similitude avec ceux des francs-maçons, est expliquée aux candidats. Le diplôme du second degré, le diplôme Fellowcraft, s'articule autour d'un parcours symbolique que l'apprenti doit effectuer à travers plusieurs jardins, commençant dans le jardin d'Éden et se terminant dans le jardin de Gethsémani. Dans ce grade, le protagoniste est Noé, le deuxième jardinier et avant tout les hommes depuis le déluge. À partir de 1800, les francs jardiniers vont surtout orienter leurs activités vers la solidarité et peu à peu se transformer en société de secours mutuel. Au XIXe siècle, profondément transformée, cette version mutualiste des francs jardiniers rencontre un grand succès. Des centaines de loges vont se créer dans tout l'Empire britannique. Au XXe siècle, l'ordre vit progressivement le nombre de ses membres décroître. La plupart d'entre eux étant appelés à servir dans les forces armées, beaucoup périrent au combat. À partir des années 1950, la montée en puissance de l'État-providence enlève leur principal objet aux Friendly Societies et les loges de francs jardiniers vont connaître un irrémédiable déclin. À la fin du XXe siècle, il ne subsistait plus que 3 loges, à Bristol, dans les Caraïbes et en Australie.
assez cependant pour que la continuité soit assurée au moment où cette singulière fraternité suscite un regain d'intérêt. Après cette période de déclin, l'ordre des francs jardiniers fut réintroduit en Angleterre ces dernières années. Deux loges œuvrent désormais, l'une à Londres et l'autre dans le Kent, à Rochester. Elles tiennent leur légitimité de la célèbre Delphi Bluebell Lodge dans le sud du Lanarkshire, en Écosse. Une nouvelle loge a vu le jour au pays de Galles et depuis, l'ordre s'est étendu en Europe. De nouvelles loges prospèrent en France, en Espagne et à Monaco. L'une d'entre elles a été récemment ouverte en Australie. L'ordre des francs jardiniers semble donc appelé à une véritable restauration dans des temps qui exigent le renouvellement de notre rapport à la nature. Comparaison avec la franc-maçonnerie. Dans les années 1720, il existe en Écosse une profusion de sociétés, fraternités et clubs. La franc-maçonnerie et l'ordre des francs jardiniers ne sont que ceux qui se sont le plus étendus et ont perduré le plus longtemps. Bien que les francs jardiniers soient toujours restés indépendants de la franc-maçonnerie, l'histoire et l'organisation des deux ordres présentent de nombreuses similitudes qui éclairent les recherches historiques sur la naissance du second. Tous deux sont nés en Écosse au milieu du XVIIe siècle dans des groupes liés à un métier particulier mais acceptèrent très vite des membres d'autres professions. Dans les deux cas, les membres du métier d'origine sont devenus minoritaires dès le début du XVIIIe siècle. Dans les deux ordres également, certaines loges s'ouvrent très rapidement aux membres acceptés et en particulier à la noblesse locale, alors que d'autres sont beaucoup plus réticentes. Presque tous les membres connus qui ont appartenu aux deux ordres ont été francs jardiniers avant de devenir francs-maçons. Le plus grand groupe de francs jardiniers devenus par la suite francs-maçons intègre la loge maçonnique Kilwinning Scots Arms, fondée en 1729. Il s'agit de 9 membres de la loge de francs jardiniers de Dunfermline. Aucun d'entre eux n'était jardinier de métier, il s'agissait d'aristocrates et de militaires. Je terminerai mon propos en citant cet adage, planter un jardin, c'est croire en demain. Vous pouvez retrouver l'ordre des francs jardiniers à travers un roman de Jean-Michel Legault publié aux éditions Sidney Laurent. L'ordre des francs jardiniers meurtre dans un jardin écossais. À bientôt pour la découverte d'autres sociétés secrètes.